Chers collègues, mesdames, messieurs, bonsoir et merci d'être venus aussi nombreux. C'est très agréable de parler devant une audience fournie. Et je voudrais juste vous rappeler que depuis sa fondation en 1530, donc ça va faire 500 ans bientôt, le Collège de France, je vais poser ça, voilà. Le Collège de France a toujours été un peu aussi le Collège d'Europe, en accueillant dans l'esprit de l'humanisme des chercheurs et des chercheuses d'autres pays et régions de l'Europe. Et le Collège de France bénéficie aussi d'une longue tradition de réflexion sur ce continent, en réponse aux crises qui malheureusement se multiplient, économiques, sociales, politiques, migratoires, sanitaires, aussi malheureusement militaires. Le Collège de France s'est engagé avec le cycle d'Europe dans le débat sur l'avenir de l'Europe dans le monde par le biais de ce cycle de conférences que certains d'entre vous connaissent sans doute déjà. Ainsi, dans ce cadre du cycle d'Europe, des conférencières et conférencières sont invités au Collège pour penser l'Europe et réfléchir sur ses enjeux. L'Europe est comprise ici au sens très large des études européennes, donc on peut accueillir toute réflexion historique, politique, philosophique, anthropologique, sociologique, juridique, économique et d'autres sur ce qu'on appelle l'Europe. Ce cycle d'Europe est né grâce à l'initiative de Samantha Besson, que je voudrais remercier pour cette belle initiative, et est coordonné par un comité constitué de Samantha Besson, Edith Hurt, Antoine Lilti, Vinciane Pirenne-Delforge et moi-même. Il bénéficie par ailleurs du soutien de la Fondation Hugo du Collège de France, et j'aimerais remercier aussi la Fondation pour son soutien. Aujourd'hui, nous poursuivons, oui, les places se font rares. Il y a, je crois, une place là et quelques places là-bas, donc n'hésitez pas. Donc, nous poursuivons aujourd'hui ce cycle par le thème de la relation entre l'Afrique et l'Europe, thème que nous avons commencé l'année dernière avec la professeure Olivette Otelet, qui a donné 4 conférences sur Histoire et mémoire des Africains européens de l'Antiquité à nos jours. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Carlos Lopez, qui donnera 4 conférences sur le thème « Négocier sans y croire ». Vous croyez un peu peut-être quand même, on verra. Les relations ou les défis des relations Europe-Afrique. Donc, je vais présenter très brièvement le professeur Lopez. Il est professeur à la Mandela School of Public Governance de l'Université du Cap, en Afrique du Sud, professeur affilié à Sciences Po Paris, Foundation Fellow de l'International Science Council, Senior Visiting Fellow de l'Overseas Development Institute et Chatham House Associate Fellow. Ça fait déjà pas mal. Et puis, en 2017 à 2022, vous avez été chercheur invité à l'Oxford Martin School de l'Université d'Oxford. Le professeur Lopez est membre du conseil d'administration d'une douzaine d'institutions et a siégé dans plusieurs commissions mondiales. Il a occupé différents postes de direction au sein du système des Nations Unies, notamment celui de directeur des affaires politiques pour le secrétaire général Kofi Annan et de secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Il est membre de l'équipe de réforme de l'Union africaine et a été désigné en 2018 haut représentant de l'Union africaine pour le partenariat avec l'Europe. Le professeur Lopez est un auteur primé. Il a beaucoup publié, avec plus de 20 livres édités ou signés. Je voulais mentionner un livre traduit en français, « L'Afrique et l'avenir du monde », paru au Seuil en 2021 en français, donc l'original 2019. Il a été sélectionné de nombreuses fois pour figurer sur la liste des Africains les plus influents. Il y a toute une liste dans New African, Jeune Afrique, Africa Report, Financial Afrique. Dans la série de conférences que le professeur Lopez va donner, il explorera divers aspects de relations entre l'Europe et l'Afrique. La première conférence de ce soir mettra en lumière la persistance des mentalités postcoloniales et les récits qui continuent d'influencer ces relations. La deuxième conférence se penchera sur les paradoxes de l'aide au développement et montrera comment il façonne la dynamique de l'assistance étrangère. La troisième leçon remettra en question les idées reçues sur le boom démographique en Afrique. Et finalement, la quatrième conférence
va se concentrer sur les défis cyniques et peu productifs des négociations dans le contexte des accords post-Cotonou et des accords conclus entre l'Union africaine et l'Union européenne. La conférence de ce soir donc, est intitulée « La décolonisation mentale tarde à venir ». Vous allez voir pourquoi. La deuxième conférence donc, aura lieu demain, à la même heure, même endroit. Et les troisième et quatrième conférences vont se tenir le même jour, le 12 novembre, le matin, et la quatrième l'après-midi, à la même heure. Donc, cher Carlos Lopez, merci d'être venu au Collège de France. Avant de vous donner la parole, il y a une remise un peu traditionnelle, donc, de la médaille du Collège de France que nous avons l'honneur de remettre à nos invités de marque. Et donc, je vous remets cette médaille. Et on regarde là. Et je vous remercie d'être venu. Voilà, je vous mets ça. Bonsoir, c'est un vrai plaisir et un honneur de pouvoir être parmi vous. Merci pour l'introduction et cette présentation, sans oublier l'invitation elle-même faite par Samantha Besson, qui me permet de vous adresser la parole aujourd'hui sur un thème qui m'est cher, parce que ça fait maintenant à peu près une dizaine d'années que je suis impliqué de différentes façons dans les négociations entre l'Europe et l'Afrique dans différents domaines, notamment le domaine commercial, le domaine sécuritaire et bien sûr tout ce qui est lié à la connexion existante entre l'Union européenne et l'Union africaine. Je suis honoré de prendre la parole dans ce type d'environnement, dans ce cycle consacré aux relations entre l'Afrique et l'Europe, et d'y ouvrir une réflexion qui dépasse l'actualité diplomatique pour toucher les fondements mentaux de cette relation. J'examinerai ici non ce qui se voit dans les textes, mais ce qui persiste dans les cadres implicites de la pensée. Car ce qui empêche aujourd'hui une rencontre véritable entre l'Europe et l'Afrique n'est pas une différence d'intérêt, ni même un conflit de valeurs, comme certains veulent croire, mais une crise de croyance. On continue de coopérer, mais sans véritablement croire à la symétrie possible. En partie parce que l'asymétrie, elle est cognitive et elle n'a pas disparu. Elle a simplement changé de forme. Elle s'est déplacée dans l'invisible, là où les traditions intellectuelles deviennent des réflexes et où l'héritage devient évidence. Comprendre cette scène mentale est la condition préalable à toute réflexion sur l'avenir des relations entre les deux continents. Et c'est exactement le point tangible de ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. La décolonisation des esprits n'a jamais suivi le calendrier diplomatique des indépendances. Les drapeaux ont changé, les structures mentales beaucoup moins. Le legs colonial s'est transformé, mais il n'a pas disparu. Il s'est dissous dans les évidences, dans les récits tenus pour naturels, dans les critères mêmes qui déterminent ce qui est crédible, ce qui est admissible. L'empreinte n'est plus proclamée, elle est intériorisée. Elle agit comme une infrastructure cognitive. Ce constat n'est pas une incantation. Il se lie dans la manière dont l'Europe continue de percevoir comme pôle de véridiction du monde tout ce qu'elle fait. Elle n'a plus besoin d'affirmer sa supériorité. Il suffit qu'elle soit présupposée. Le colonialisme n'est plus un discours, il est devenu un réflexe. Souleymane Bachir Diagne, philosophe sénégalais,
qui enseigne à l'Université de Columbia à New York, rappelle que l'universel n'est pas une abstraction flottante, mais un point d'émission. Tant qu'il demeure émis depuis un seul lieu, il ne peut être dissocié d'une centralité implicite. Et c'est exactement le cadre qui permet que, du point de vue cognitif, on continue à considérer que le centre implicite est l'Europe en ce qui concerne les relations entre les deux continents. Ngugi wa Thiong'o, le Kenyan qui vient de décéder récemment, a montré que la première dépossession fut linguistique. Pour maîtriser un peuple, il faut maîtriser l'imaginaire par lequel il se pense. Et donc pour lui, wa Thiong'o, le fait qu'on a adopté tout un système d'enseignement, mais aussi de transmission de connaissances, avec une langue qui n'est pas nécessairement la langue qui est parlée par les Africains dans leur grande majorité, comme langue maternelle, déplace leur imaginaire et continue à influencer la façon dont ils se pensent. Valentin Mudimbe, un Congolais qui est aussi récemment décédé, on n'a pas eu de chance ces derniers mois, a démontré que l'Afrique fut d'abord inventée comme différence structurée. Et un Indien, Dipesh Chakrabarty, que l'Europe s'est conçue comme horizon final du devenir historique, reléguant les autres espaces dans un pas encore perpétuel. Ces lectures convergent. La colonialité se manifeste par l'évidence, non pas par l'idéologie. Le résultat est une forme de double discours. Juridiquement, l'Afrique est souveraine. Cognitivement, elle demeure l'objet d'évaluation d'autrui. On ne lui dicte plus sa trajectoire, on lui prescrit les conditions de sa crédibilité. La verticalité ne passe plus par le commandement, mais par la validation. Et un Ougandais, scientiste politique important, Mahmoud Mamdani, aujourd'hui dans les nouvelles parce que son fils vient d'être élu maire de New York, a pu écrire que l'État postcolonial reste structuré par l'architecture du regard colonial. Il en va de même de la relation Europe-Afrique, qui continue d'inscrire l'égalité dans un cadre mental hiérarchique. Ce cadre est d'autant plus solide qu'il se déploie sans intentionnalité sous la forme d'une métrique instituée du raisonnable qui n'est pas nécessairement perceptible au premier regard. Ce glissement explique pourquoi l'imaginaire réciproque ne s'aligne pas. L'Afrique revendique une narration autonome, mais cette autonomie doit sans cesse obtenir certification sous la forme de conformité à des catégories héritées. Et celles-là doivent être européennes. Un Nigérien, Olufemi Taiwo, avertit que la décolonisation, réduite à la rhétorique, produit l'inverse de ce qu'elle annonce. Une révérence implicite aux juges extérieurs, restés détenteurs du monopole de la classification et, par conséquence, de la certification. On se libère symboliquement tout en reconduisant la dépendance normative. L'Europe, quant à elle, traverse un trouble qu'elle peine à nommer. Elle ne peut plus revendiquer sa supériorité. Mais elle ne sait pas encore exister sans la centralité.
L'égalité lui est intellectuellement désirable, mais psychologiquement difficile à accepter. Tant que l'autorité de sens reste indexée sur son propre référentiel, elle peut se conformer. Mais quand il y a divergence, on ne se sent pas à l'aise. C'est pourquoi la décolonisation stagne, non pas par hostilité, mais par inertie de l'évident. On observe ce même mécanisme lorsque l'Europe renonce au registre moral au profit d'un registre technocratique. L'époque ne dit plus « nous savons mieux ». On n'utilise plus cette expression. Elle dit « nous avons la capacité de structurer ce qui est faisable ». Le discours devient plus technocratique. C'est comme une traduction. L'injonction n'est plus discursive, elle est procédurale. La frontière ne passe plus entre civilisé et arriéré, c'est des catégories qu'on n'accepte plus, mais entre conforme et non conforme. La technique remplace l'énonciation. Et c'est précisément là qu'elle devient le vecteur le plus efficace de l'hiérarchie. Donc l'hiérarchie, elle est maintenant basée sur un autre code, le code technocratique. L'Europe ne se pense plus comme maîtresse du monde, mais comme gardienne des normes. Elle proclame l'universalité des standards, tout en oubliant que la capacité de produire la norme est en elle-même une position de pouvoir. Ce que l'Empire imposait par son droit de conquête, la gouvernance globale le conduit par son droit de filtrage. On ne dirige plus, on cadre. On ne force plus, on certifie. Et vous avez l'exemple le plus extraordinaire de cela avec le débat actuel sur la taxe carbone. J'en parlerai dans le détail plus tard. Le pacte vert européen est une illustration nette de ce que je viens de dire. Il prétend incarner un horizon commun, mais s'énonce comme modèle prescriptif depuis un centre régional. Le mécanisme d'ajustement de carbone, justement, ne punit pas l'émission, mais l'écart à la norme européenne et l'impose aux autres, notamment aux Africains. Ce n'est donc pas une taxe climatique, c'est un privilège régulatoire. L'Afrique est sommée de se rendre compatible, non partenaire de conception. Vous allez demander à ceux qui produisent le cacao de se conformer à des règles européennes de climat. Mais ne punissez pas le consommateur du chocolat. De même, dans les politiques migratoires, l'externalisation du contrôle des frontières est présentée comme coopération. On demande au Niger, par exemple, de stopper les immigrants qui traversent le désert en direction de la Méditerranée. On demande aux Libyens d'arrêter les bateaux qui puissent éventuellement escaper au contrôle et qui se lancent sur Lampedusa. Donc nous avons une externalisation du contrôle est présentée comme coopération, mais qui fonctionne comme délégation asymétrique. L'autre, dans ce cas de figure, les Africains, devient gardien, non sujet. La particularité de ce moment historique tient au fait que la verticalité est désormais masquée par l'apparence d'un terrain commun. Plus personne ne formule la domination, même pas les dominés. C'est elle qui se manifeste par défaut, dès lors qu'il n'est admis sans débat que l'Europe demeure la source première de la norme.
Le pouvoir ne s'exerce pas par la contrainte, il s'exerce par l'évidence. La plus solide hiérarchie est celle qui n'a plus besoin d'être énoncée. Et c'est cette hiérarchie qui est maintenant devant nous dans le terrain des négociations. La conséquence pour l'Afrique est que sa volonté d'autonomie est enfermée dans un champ discursif prédéfini. Elle peut parler d'indépendance, mais seulement dans les catégories d'intelligibilité fabriquées ailleurs. On lui ouvre des espaces, mais non des équivalences. L'égalité proclamée se heurte ainsi à la souveraineté symbolique, qui ne change pas grand-chose. L'Europe ne résiste pas, elle persiste. Elle ne conteste pas l'émergence africaine, elle la canalise. C'est pourquoi les négociations contemporaines se heurtent à un plafond invisible. Elles ne sont pas faussées par l'intérêt, mais par la structure. L'Afrique n'est pas invitée à redéfinir, mais à intégrer ce qui est déjà défini par d'autres. L'Europe ne souhaite pas dominer, mais elle ne sait pas encore partager la définition même du raisonnable. Tant que cette scène mentale n'est pas dépouillée de son centre de gravité historique, la conversation ne peut qu'être circulaire. Elle tourne, mais ne reconfigure pas. De là vient le sens de la frustration. Pourquoi on n'avance pas? Si au fond on a les mêmes intérêts, peut-être même les mêmes valeurs, pourquoi ça n'avance pas? On n'avance pas parce qu'on est dans ce cercle vicieux, mental. La relation ne se comprend cependant pas seulement dans l'ordre cognitif. J'ai déjà parlé assez de cela. Elle se nourrit aussi d'une économie émotionnelle refoulée. La technocratie camoufle une scène affective. Ce qui paraît rationnel en surface repose en réalité sur une combinaison de 3 ressorts invisibles. La culpabilité, la fatigue et la peur. Ces trois aspects ne sont pas anecdotiques. Ils conditionnent le régime même de la relation, et on va le voir. La culpabilité, d'abord. La culpabilité, en particulier, produit une entrave paradoxale. On imagine souvent qu'elle devrait favoriser la réparation, et donc ouvrir la voie à l'égalité. Mais elle opère à l'inverse. Celui qui se sent redevable ne peut jamais vraiment s'installer dans une relation de pair à pair. Il se pense astreint à compenser. L'autre devient un objet moral, non un sujet politique. Et c'est comme ça qu'on a bâti l'aide au développement, dont je parlerai avec beaucoup plus de détails demain. La verticalité n'est plus justifiée par la supériorité, mais par la dette. Elle n'est plus proclamée, elle est sous-entendue. Si l'Europe doit protéger, c'est qu'elle ne peut s'effacer. Elle demeure indispensable, donc centrale. Et cette culpabilité ne provient pas d'une conscience historique apaisée, mais d'une difficulté à habituer un monde qui est devenu décentré. L'Europe presse que son rôle fondateur n'est plus assuré, mais elle ne sait pas comment le remplacer. Elle parle d'égalité, mais elle ne peut pas encore concevoir comme horizon concret ce qu'elle envisage, parce qu'elle n'a pas élaboré la possibilité d'un universel qui ne lui serait plus rattaché. Le geste réparateur masque ainsi un geste conservateur.
Et ce geste conservateur est un geste involontaire. Ce qui nous amène à la fatigue. Si on fait quelque chose qui est involontaire mais qui n'est pas capable de produire des résultats, on se fatigue. La fatigue devient comme un mécanisme de renforcement des a priori qu'on avait déjà au départ. Une Europe vieillissante, saturée institutionnellement, épuisée par sa propre trajectoire, ne parvient plus à soutenir le récit d'expansion qui la définissait. Ce discours est en train de s'évanouir. Il y a un sentiment de crise, il y a un sentiment que les choses ne vont pas bien pour l'Europe. Elle s'accroche à la posture normative parce qu'elle n'a pas encore produit un autre mode de présence au monde, capable d'affronter les défis d'aujourd'hui. Elle ne domine plus, mais elle ne sait pas encore exister autrement qu'au centre. Elle ne veut plus les hiérarchies, mais elle ne supporte pas le vide qui provoquerait la disparition de l'hiérarchie. Et ce que je viens de dire n'est autre que la peur. La peur affleure derrière le moralisme. Peur démographique d'abord. Celle d'un continent jeune face à un continent saturé. Le nombre d'Africains avec moins de 25 ans est supérieur à la population de l'Europe, qui a une moyenne d'âge de 46 ans. Cette peur migratoire amène à la focalisation sur les frontières comme symbole et symptôme existentiel. Ensuite vient la peur géopolitique, la montée du Sud global, révélateur d'un monde qui ne peut désormais se structurer qu'en tenant compte d'un recentrage. Un recentrage qui serait inévitablement capable de structurer une alternative sans l'Europe, ou sans l'Europe avec un rôle central. La maîtrise de l'autre n'est plus une ambition, elle devient une réaction. Celui qui n'est plus certain de son avenir se cramponne davantage à la gestion du présent. C'est ce triangle, culpabilité, fatigue et peur, qui explique pourquoi la négociation ne parvient pas à devenir un espace d'égalité. Elle n'échoue pas par faute de dialogue. Elle échoue par faute d'un horizon commun. L'Europe cherche une stabilisation morale. L'Afrique cherche une redéfinition politique. Les trajectoires divergent. Même lorsque les mots se ressemblent. On dit, par exemple, partenariat entre égaux, ou d'égal à égal. Et plus la divergence devient visible, plus les discours s'habituent à des vertus procédurales et à dire exactement le contraire de ce qui est en train de se passer. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la séquence dite post-Cotonou, qui nous a occupé une bonne partie de ces 6 dernières années. L'enjeu n'était pas seulement de moderniser un cadre existant. Pour ceux qui sont familiers, Cotonou c'est défini pour beaucoup comme le modèle colonial par excellence de continuation d'exportation de matières premières sans transformation, avec des incentives et des caractéristiques de commerce qui ne permettaient pas le vrai développement industriel de l'Afrique et des Caraïbes et du Pacifique aussi. Donc je disais, l'enjeu n'était pas seulement de moderniser le cadre existant, mais de vérifier si on pouvait repartir d'une conception réellement politique de la relation.
Or, le processus a glissé vers l'ingénierie technique au lieu d'un projet partagé. L'accord qui devait succéder à Cotonou, pensé à l'origine comme architecture politique entre l'Union européenne et les ACP, les États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, a fini par devenir essentiellement un instrument de gestion procédurale. Il n'est plus un espace d'orientation commune, mais un mécanisme de compatibilité. Une telle dépolitisation révèle moins un choix qu'une incapacité. On ne sait plus comment penser un partenariat qui puisse vraiment dépasser les difficultés qu'on a connues. Une telle dépolitisation révèle moins un choix qu'une incapacité, comme je disais. On ne sait plus penser un partenariat qui ne reposerait pas sur le filtre européen. Cette incapacité ne révèle pas d'une hypothèse abstraite. Elle se constate au cœur même du processus. Et moi, j'étais impliqué dans les négociations depuis l'intérieur. Représenter l'Union africaine dans ce cycle m'a permis d'observer que la difficulté ne vient pas des dossiers, mais du cadre mental. Les Européens ne s'opposent pas à l'égalité. Ils ne parviennent pas à la formuler d'une façon différente que celle qui maintient leur centralité. Ils croient négocier l'asymétrie, comme je le disais, alors qu'ils administrent la validation. Ils pensent se rapprocher alors qu'ils conservent, sans s'apercevoir, le rôle de référence. La bonne foi se retourne alors en illusion structurante. L'Europe approuve une stratégie pour l'Afrique, l'adopte dans son Parlement et ensuite l'impose comme seul cadre de négociation car la dite stratégie est présentée comme inchangeable. C'est comme ça que ça s'est passé. Ce n'est pas une crise de partenariat, c'est une crise de croyance. L'Europe ne croit pas encore, en dépit de son langage, que l'Afrique puisse être un pôle d'initiative normative. Elle le signifie constamment dans les engagements de la Commission de l'Union européenne avec sa congénère africaine. Je cite un peu en abstrait, « Nous n'avons pas le même mandat ». C'est la phrase qu'on écoute le plus, en disant, en quelque sorte, le mandat de la Commission de l'Union européenne est plus robuste que le vôtre. Donc, on n'est pas dans le même pédestal. Vous devez venir vers nous parce que nous avons un mandat plus fort. C'est vraiment une discussion normative. Elle admet l'émergence économique, mais peine à admettre l'autonomie cognitive. Elle pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais a de la peine à attribuer protagonisme africain aux résultats qui sont bons. Elle tolère l'acteur, mais hésite devant l'auteur. L'acteur, c'est bon. On choisit même ceux qui sont, disons, acceptables pour parler au nom de l'Afrique. On les choisit. Mais on a de la peine quand, parmi ceux-là, il y a certains qui se manifestent comme des auteurs et qui ne veulent pas seulement être dans la galerie. C'est pourquoi les négociations restent suspendues dans un théâtre de reconnaissance inachevée. Et c'est pourquoi la présentation reproduite dans tous les documents officiels, partenariat d'égal à égal, partenariat entre égaux, n'est pas convaincante. À mesure que cet écart se dévoile, il y a une conséquence logique qui apparaît. La relation cesse d'être structurante. Ce n'est pas l'Afrique qui renonce à l'Europe, c'est qu'elle ne lui demande plus d'être le lieu fondateur de sa légitimité. Le déplacement a déjà commencé ailleurs, dans d'autres espaces de négociation du monde, par d'autres géographies de décision.
Ce qui échappe encore à une partie du regard européen est que l'Afrique ne débat plus de son entrée dans l'histoire. Elle débat de l'architecture du système international et dans quelle mesure ce système l'accepte en entier. Dès lors, la question n'est plus de savoir si les négociations sont difficiles, mais si elles sont encore constitutives du réel. Elles peuvent continuer institutionnellement, mais leur densité historique décroît. L'Afrique n'attend plus que l'Europe reconnaisse sa place. Elle agit déjà depuis un autre centre de gravité, mais elle est dépendante de la relation avec l'Europe pour une raison très simple. C'est le premier partenaire commercial, c'est le premier donateur, c'est le premier investisseur, et c'est celui qui est historiquement lié à ses propres normes. Pouvoir, dans la mesure du possible, altérer la relation avec l'Europe est la plus grande proclamation d'indépendance de la part des Africains. C'est beaucoup plus facile de le faire avec les Chinois, avec les Indiens, avec les pays du Golfe, avec la Turquie, ces nouveaux partenaires avec lesquels l'Afrique accélère sa relation. Mais elle reste tributaire de pouvoir densifier la modification des normes qui est dépendante de la centralité européenne. Et cette peine, elle est traduite par le comportement des élites et par le comportement de la population, surtout les jeunes. Les élites qui ont une attitude plutôt d'être fiers quand ils sont acceptés, la certification, et les jeunes qui sont en rage contre cette certification. Et c'est le début de ce qu'on appelle maintenant le phénomène de la génération Z, qui ne veut plus que cette certification vienne des anciens pouvoirs coloniaux et dans l'amalgame de l'Europe. C'est le moment qu'on puisse travailler pour que cette densité cognitive, mentale, qui a façonné les relations entre les deux continents, puisse être l'objet de modifications profondes pour ne pas alimenter et donner des incentives pour que les jeunes continuent de plus en plus dans une bataille d'affirmation qui serait caractérisée par leur hostilité à l'égard de l'Europe. Moi, personnellement, je suis inquiet et en même temps fortifié par ces mouvements qu'on a vus s'étendre de pays en pays. Sénégal, Mozambique, Maroc, Madagascar, Ouganda, Cameroun, et d'autres qui vont venir certainement. Je ne sais pas si tout le monde a remarqué dans une caractéristique de ces mouvements qui est assez spectaculaire dans le changement paradigmatique de la politique africaine. Ces mouvements ne sont plus basés dans une base ethnique. Ce sont des mouvements citoyens transethniques. Et ça, c'est un changement paradigmatique colossal. Parce que jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai défini en termes de la relation et de la centralité européenne, et notamment normative, a protégé les administrations étatiques comme si elles étaient un prolongement de l'État ou de l'administration coloniale. Et le bouleversement qu'on est en train de témoigner maintenant met en cause un status quo qui a permis que la sphère du politique patrimonial puisse être basée sur un certain nombre de critères et un certain nombre de références.
elles sont en train de changer dramatiquement. Et les jeunes sont responsables de cette transformation. Donc la scène ne s'effondre pas, elle se décentre. La négociation que nous pouvons envisager dans l'avenir n'est pas en crise parce qu'elle échoue, mais parce qu'elle n'est plus le lieu exclusif de la décision. Elle se poursuit, mais elle n'organise plus l'horizon. Et c'est précisément là que commence la recomposition. Et ce que nous sommes en train de vérifier avec ces différents mouvements, c'est justement la recomposition. Une recomposition qui va continuer, parce qu'elle est responsable non seulement de la transformation de l'Afrique moderne, mais elle est aussi, en quelque part, responsable de la transformation de l'Europe elle-même. Le phénomène migratoire oblige à une discussion entre les deux continents qui est assez différente de la discussion qu'on avait jusqu'à maintenant, basée notamment sur des questions qui étaient paradoxalement centrées beaucoup plus sur des référentiels économiques. On n'est plus dans le même registre. Et donc c'est la raison pour laquelle je pense nous sommes en train de préparer, qu'on le veuille ou pas, l'Afrique et l'Europe à cette recomposition. Et c'est une recomposition qui aura une autre caractéristique qui est majeure. La prise en considération des 3 mégatendances qui vont influencer notre avenir. J'en ai déjà cité la démographie, mais il y a aussi le climat et la technologie. Et dans ces 3 référentiels, pour qu'on puisse négocier la relation entre les deux continents, les atouts de l'Afrique, sous-estimés en grande partie, seront fondamentaux pour l'avenir de l'Europe, que ce soit au niveau démographique, au niveau climatique, au niveau technologique. J'aimerais mentionner en particulier l'aspect technologique, parce que nous sommes en train d'entrer dans une période de transformation profonde du tissu économique où les mécanismes qu'on utilisait jusqu'à maintenant, par exemple le concept de productivité, seront remis en question parce que la productivité était basée sur la production où elle était la plus rapide, la moins chère, meilleure qualité. Et dans l'avenir, ces 3 dimensions seront recomposées pour tenir en compte la protection, la sécurité, le climat. Et donc on ne produira pas nécessairement là où c'est moins cher, où c'est plus rapide, aux meilleures qualités. Et cette recomposition de la notion de productivité obligera à repenser les chaînes de valeur, obligera à repenser la logistique, et les coûts associés avec ces transformations seront énormes et en grande partie dépendants des transformations technologiques qui vont produire d'autres types d'encadrement pour la production. Un aspect en particulier va complètement changer la relation entre l'Europe et l'Afrique. La propriété intellectuelle. Parce que la propriété intellectuelle, elle sera de plus en plus contestée, mise en question, volée, si on veut utiliser un mot un peu plus fort, par l'intelligence artificielle. Et ce contournement de ce qui était la base de mensuration de la productivité et qui était la base de la mensuration de la valeur, la propriété intellectuelle, sera contesté par le développement technologique à tel point qu'il sera extrêmement difficile d'éviter une concentration de la valeur auprès de ceux qui seront capables d'avoir le contrôle des algorithmes. Donc si on pense que certains
acteurs sont extrêmement riches avec des niveaux d'inégalité qu'on n'a jamais connus dans l'histoire, préparons-nous pour beaucoup plus. Parce que cette concentration de la valeur basée sur le vol de la propriété intellectuelle va continuer. Et en le faisant, on va diminuer la valeur des autres types de production, et notamment avec des conséquences importantes démographiques et autres. Ce qui va produire des phénomènes comme la migration digitale. Et la migration digitale, elle volera des emplois en Europe et les donnera à l'Afrique à cause de sa jeunesse. Capacité d'absorption technologique sera beaucoup plus facile avec des jeunes populations que des populations vieillissantes, mais avec une valeur diminuée. Et donc, on ne peut que faire quelque chose de positif pour les deux continents dans cette évolution, que s'il y a une défense commune qui protège par la norme les conditions d'appropriation de la valeur qui sont en train d'émerger. Et là, c'est un aspect où les intérêts de l'Afrique et de l'Europe, pour des raisons démographiques, sont communes. C'est dans l'intérêt de l'Europe qu'on puisse faire migrer des emplois par le digital vers l'Afrique, pourvu que les normes protègent la distribution de valeur de telle sorte que les niveaux de vie de l'Europe ne diminuent pas pour autant. Donc, nous avons des intérêts de négociation dans ce cadre qui devaient être convergents. Et quand les deux parties s'assoient pour discuter, par exemple, souveraineté digitale, au lieu de placer le focus dans ce que je viens de dire ou des préoccupations semblables, on est complètement tributaire du schéma cognitif et mental que je viens de décrire, qui ne nous permet pas d'avancer. Bon, voilà la raison pour laquelle je pense que demain, dans la conférence sur l'évolution du concept de développement et de l'aide au développement, j'aurai la possibilité de mentionner avec beaucoup plus de détails les différentes étapes qui ont contribué à faire asseoir une certaine vision du monde qui nous empêche de progresser, et comment, à partir de ce constat, on pourra éventuellement modifier les paramètres de la discussion entre Africains et Européens dans un moment où la crise de valeurs n'est pas spécifique à une région du monde, mais provoquée par ces méga-tendances, et donc ouvrant l'espace pour qu'on puisse éventuellement progresser dans ce qui n'a pas été possible jusqu'à maintenant. Merci.